Bonjour à tous, voilà, je vais vous parler aujourd'hui de transfert et traitement thermique. Donc la métallurgie en sciences des matériaux, donc c'est une partie assez importante puisque il s'agit de faire subir des hautes températures à un métal pour lui modifier ses propriétés mécaniques. Donc l'art du feu, c'est une méthode donc de traitement qui va permettre, donc suivant les conditions de refroidissement, d'obtenir des microstructures et donc derrière des propriétés particulières. Mais pour ça, il faut savoir un petit peu comment est transférée l'énergie, la chaleur, l'énergie thermique au sein du matériau et à travers sa surface. Donc on va voir les différents modes de transfert. Premier mode de transfert thermique, c'est la conduction. Conduction thermique qui est gérée par la loi de Fourier. Alors typiquement ici on a un flux thermique. Alors la notation est un petit peu particulière, c'est une simplification de l'écriture dQ sur dt. Où dQ c'est une petite quantité d'énergie, dt c'est une durée. Et donc la dérivée par rapport au temps, on va le noter Q point et on appellera ça le flux de chaleur. Alors la loi de Fourier nous dit que ce flux de chaleur dépend du gradient thermique, c'est-à-dire l'écart de température qu'il peut y avoir de part et d'autre d'une plaque ici de longueur L, cette plaque étant constituée donc d'un matériau de conductivité thermique K donné. Et les échanges se font à travers la surface de cette plaque, donc la surface d'échange grand A. Et à ce moment-là, le flux peut s'écrire plus simplement avec donc K, A, donc la surface d'échange, L, l'épaisseur de la plaque, et delta T, l'écart de température. Il faut retenir que le flux de chaleur va toujours de la température la plus élevée vers la température la moins élevée. Autrement dit, on a souvent affaire à des pertes. Par exemple, un marin qui tombe à l'eau, c'est sa combinaison en néoprène, donc qui a une très faible conductivité thermique, qui va lui garantir que son corps va se refroidir plus lentement que s'il n'en portait pas. Donc c'est une combinaison de survie qui va lui permettre donc d'éviter d'atteindre donc les 28 degrés dans lequel il serait en hypothermie profonde. À ce moment-là, c'est la mort assurée. Donc cette loi de Fourier, on peut aussi l'écrire différemment en faisant apparaître donc l'écart de température delta T, donc T1 moins T2, donc T1 la température la plus élevée, comme étant le produit de deux termes. Un premier terme qui est une résistance de conduction, une résistance thermique, donc de conduction, et le flux. Alors on peut faire tout à fait l'analogie avec l'électricité où on a souvent delta V, donc une différence de potentiel, étant la différence donc de deux potentiels, V1 et V2, où R serait la résistance électrique et I serait l'équivalent du flux. Donc au lieu d'être un flux de chaleur, ça serait un flux d'électrons en électricité, donc un courant électrique. Et donc la loi de Fourier, pour les transferts thermiques, est équivalente à la loi d'Ohm pour les transferts électriques. Et à ce moment-là, la résistance thermique de conduction, elle va être proportionnelle à l'épaisseur. Plus on aura de matériaux, plus cette résistance thermique de conduction sera élevée. Et elle sera inversement proportionnelle à la conductivité de matériaux. Un matériau très conducteur aura du coup une faible résistance thermique. Et cette résistance thermique va être aussi inversement proportionnelle à la surface d'échange. Donc plus cette surface sera importante, plus la résistance thermique sera faible. Et par exemple, ça va nous permettre de dimensionner des ailettes si on veut faire un refroidisseur par exemple. On aura tendance à favoriser donc un maximum de surface d'échange, donc grand A le plus grand possible,
avec un matériau qui va être très conducteur, comme l'aluminium par exemple. Et à ce moment-là, on sait qu'on aura un dispositif qui va nous permettre d'évacuer très rapidement la chaleur, puisque pour un écart de température donné, si cette résistance est très faible, eh bien, nécessairement on aura un flux qui va être très élevé. Donc une évacuation de chaleur, donc des pertes thermiques importantes. Si je reviens un petit peu sur l'équation précédente, dQ, j'avais dit que c'était de l'énergie divisé par un temps, donc des joules divisé par des secondes. On a ici des watts. Donc le flux, ça a les dimensions donc d'une puissance. Donc c'est sont des pertes thermiques. Deuxième mode de transfert, c'est du transfert par convection à la surface d'un matériau. Par exemple, ici, on aurait le matériau sur la droite qui est à une certaine température. Imaginez une vitre, par exemple. Si à l'intérieur, il fait chaud, la température de surface de cette vitre est élevée. Elle est notée TW ici. Et si on approche la main alors qu'à l'extérieur, il fait plus froid, en approchant la main, on va ressentir à partir d'une certaine épaisseur, donc la peau c'est un très bon capteur de chaleur, eh bien on va se rendre compte que à la surface de la vitre va être un peu plus chaude alors qu'il n'y a pas contact. Donc c'est juste la pellicule d'air qui est un peu plus chaude que loin de la vitre. Ce qui fait que le flux thermique va être écrit toujours comme étant le rapport d'une énergie par un temps. Et à ce moment-là, on aurait l'équivalent de la conductivité thermique de l'air divisé par cette épaisseur d'air qui est difficilement mesurable. C'est pour ça qu'on fait le choix d'avoir un coefficient dit coefficient de convection. On le note petit h. Et à ce moment-là, le flux sera proportionnel à h, proportionnel à la surface d'échange et proportionnel à l'écart de température comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la loi de Newton. Donc refroidissement à travers la surface d'un matériau avec des échanges avec le milieu extérieur. Et en métallurgie, on parlera plutôt de la drasticité du fluide de trempe qui va être utilisé. Donc cette drasticité, elle est élevée pour l'eau. Donc l'eau sera plus efficace pour refroidir une pièce, par exemple, beaucoup plus efficace que de l'huile et beaucoup plus efficace aussi que de l'air. Donc voilà, donc H va varier en fonction de la nature du fluide de trempe, en fonction de la présence ou non d'un brassage qui va améliorer donc les échanges de chaleur à la surface de la pièce qu'on souhaite refroidir. Alors, comme précédemment, la loi de Newton peut être écrite comme une variation de température égale au produit de deux termes, la résistance thermique par convection et le flux de chaleur. Donc ici on aurait TF la température du fluide, TP la température de la pièce qu'on souhaite refroidir, et à ce moment-là le flux. Donc là dans ce cas il serait négatif, c'est-à-dire qu'il irait donc de la pièce vers le fluide. Donc on a tendance à réchauffer le fluide. D'où des précautions à prendre lorsqu'on va tremper dans de l'huile. Une huile chaude avec une pièce qui arrive à 900 degrés, on va vaporiser cette huile qui va s'enflammer et donc un risque d'incendie qu'il va falloir anticiper avec un système de couvercle qui va empêcher à l'oxygène de l'air de maintenir la combustion de l'huile. Donc cette résistance thermique par convection, dans ce cas, elle va avoir pour expression 1 sur HA. Autrement dit, la résistance sera d'autant plus élevée que le coefficient de convection sera faible et que la surface d'échange sera faible. Troisième mode de transfert thermique, c'est de l'échange par rayonnement. C'est-à-dire une pièce qui va être très chaude va émettre de la lumière. Et donc on a le coefficient d'émissivité,
epsilon. On a ici la constante de Stefan Boltzmann et ensuite la surface d'échange avec les écarts de température, mais ici à la puissance 4, ce qu'on avait vu donc dans le cas du TP de la lampe de tungstène, où en fait il faut tenir compte donc des pertes électriques ou des pertes de chaleur en comparant la température du filament et la température à la surface de l'ampoule. Ici, c'est une identité remarquable, donc T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4 peut être réécrit comme un coefficient, on va le noter H par analogie à ce qu'on a vu précédemment avec la convection, fois la surface d'échange. Dans le cas d'un filament, ça serait sa surface latérale, c'est-à-dire la longueur du filament multipliée par sa périphérie de pierre. Et ici, donc, l'écart de température T1 moins T2. Avec ce coefficient, non pas de convection, mais de radiation, donc qui a pour expression epsilon sigma, multiplié par la somme des deux températures, multiplié par la somme des carrés des deux températures. Donc ça résulte de l'identité remarquable précédente. Alors ce qui va être important, c'est pas tant les échanges, mais ce sont aussi les vitesses. Et pour pouvoir estimer les vitesses donc de refroidissement ou de chauffe, eh bien on doit s'intéresser à ce qu'on appelle les transitoires thermiques, c'est-à-dire de quelle façon et combien de temps va mettre donc l'énergie qui a été stockée dans le matériau pour être transférée à travers sa surface. Donc ici, Q point, donc le flux multiplié par un temps, on va se retrouver avec des watts fois des secondes, c'est-à-dire des joules. On a bien donc une énergie ici. Cette énergie, c'est ni plus ni moins que le flux qui traverse la surface via les échanges avec le fluide ou avec donc l'extérieur. Donc H, le coefficient de convection, en comparant la température finale au bout d'un temps suffisamment long et la température à un instant t donné. Donc tout ça multiplié par le temps, puisqu'ici ce terme-là c'est le flux de convection, multiplié par le temps, on a donc l'énergie transférée par convection, qui va être égale à l'énergie qui était stockée dans le matériau. Ici ρ fois V c'est la masse, multiplié par la capacité thermique du matériau, multiplié par l'écart de température, ça nous donne donc l'énergie qui est stockée, l'énergie thermique qui est stockée. Et donc si on fait passer l'écart de température T infini moins T de l'autre côté du signe égal, qu'on regroupe les valeurs, et en intégrant avec les bornes d'intégration, donc pour le temps, on a T égale 0 et T infini. Pour la température, on a la température initiale TI et la température finale T infini, qu'on va retrouver ici. Et en intégrant, on va se retrouver avec donc cette relation-là, où j'ai T moins T infini divisé par TI moins T infini égale une exponentielle qui fait intervenir un terme, donc qui est ni plus ni moins que moins HA sur ρ VCP. On peut le réécrire aussi comme une exponentielle avec l'inverse d'un temps caractéristique taux. Ce temps caractéristique, comme on va le voir, il va dépendre de la nature du matériau et de la nature du fluide de trempe et de la géométrie de la pièce. Alors, si je regarde donc cette équation et que je me place au temps t égale 0, exponentielle 0, ça fait 1. Autrement dit, ce rapport vaut 1. Si ce rapport vaut 1, c'est que t égale ti. On est bien à l'instant t égale 0. La température vaut la température initiale. Maintenant, si je me place au bout d'un temps t suffisamment long, donc à l'extrême au bout d'un temps infiniment long, donc t égale infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Autrement dit, j'ai t
moins t infini qui est égal à 0. Donc t égale t infini au bout d'un temps suffisamment long. Donc on a bien ces bornes d'intégration. Donc cette fraction-là, on appelle ça aussi la température réduite. On voit qu'elle est bornée entre 0 et 1 à cause de l'exponentielle décroissante. Cette exponentielle décroissante, on voit donc qu'elle va varier de 1 jusqu'à 0 au bout d'un temps qui est égal à une fois taux. Eh bien, on voit qu'on a eu une décroissance et il ne reste plus que 37% de la quantité que j'avais initialement. 37%, c'est exponentielle moins 1. Donc c'est l'inverse de la constante de Neper, E, qui vaut 2,17 et des brouettes. Donc 1 sur 2,17, ça fait bien 37%. Maintenant, si je me place à 2 fois taux, ici, quelque part ici, eh bien, à cet endroit, j'aurai 0,37 au carré. À 3 fois taux, j'ai 0,37 au cube. Donc 0,37 au cube, ça fait 5%, ça fait 0,05. On voit qu'ici, la courbe rouge, elle n'est pas tout à fait encore à 0. Il reste encore 5% de variation pour pouvoir atteindre l'équilibre. Et cet équilibre, en physique, on considère qu'on y est lorsqu'on est à peu près à 5 fois taux. 5 fois taux, donc on considère que c'est la constante d'équilibre. Donc 5 fois taux ici, on serait à quelques millièmes. Et on est bien à t égale infini ici, et température initiale pour t égale 0. Donc ce temps caractéristique, taux, mais il a pour expression ρVCP sur HA. Et on peut le réécrire comme le produit de deux termes, une résistance thermique multipliée par une capacité thermique. Mais là encore, on peut refaire l'analogie avec l'électricité, où on a des circuits RC. Circuit RC, donc c'est une résistance en série, avec une capacité. Et à ce moment-là, on va avoir donc un dispositif qui va nous permettre donc d'éclairer ou d'éteindre progressivement une ampoule, par exemple, en limitant le courant qui va circuler à travers le condensateur qu'on est en train de charger. Et effectivement, si je reviens à ma courbe précédente, là, le plafonnier, par exemple, d'une voiture, son ampoule est éclairée, et quand on ferme la portière, eh bien, l'intensité lumineuse va décroître parce qu'en fait, on est en train de décharger un condensateur. Donc, on retrouve tout à fait ce comportement-là. Alors, ce temps caractéristique peut être aussi écrit comme l'inverse du produit de deux nombres qui seront importants dans la suite, qui seront le nombre de Biot et le nombre de Fourier. Alors comme souvent en physique, on a donc les temps caractéristiques, mais on peut avoir aussi des longueurs caractéristiques. Et nous, dans le problème, la longueur caractéristique, c'est le rapport du volume de la pièce sur la surface d'échange. Donc si je regarde par exemple la longueur caractéristique d'une sphère, son volume c'est 4 tiers de pierre au cube. La surface de la sphère, si on devait la peindre, c'est 4 pierres carrées. 4 tiers de pierre au cube divisé par 4 pierres carrées, il me reste R sur 3. R sur 3, c'est, si je multiplie en haut et en bas par 2, j'ai le diamètre divisé par 6. Donc diamètre par 6 dans le cas de la sphère. Et si on fait le même raisonnement avec un cube, eh bien on va se retrouver avec l'arête petit a divisé par 6 comme longueur caractéristique d'un cube. Alors, le nombre de Fourier, FO, mais il va être dépendant de la diffusivité thermique du matériau. Cette diffusivité thermique, alpha, on voit que c'est le produit aussi de la conductivité thermique du matériau divisé par sa masse volumique et divisé par sa capacité thermique. Le nombre de Fourier, en fait, joue le rôle du temps
dans toutes les équations qu'on va voir un peu plus loin. Et on peut là aussi faire apparaître deux rapports. Ici, on va avoir Ka sur LC fois le temps et ρVCP. Et on se rend compte du coup que on est tout à fait dans les proportions de l'énergie qui est donc transférée par conduction que je compare à l'énergie qui a été stockée dans le matériau. Donc au départ, si je raisonne sur un matériau que je vais refroidir, je stocke une certaine quantité d'énergie et Q, c'est la quantité qui va avoir traversé donc, le matériau par conduction à travers sa surface. D'accord? Donc là, en fait, quand t égale 0, ben, la quantité d'énergie qui a transféré le matériau à travers sa surface par conduction, ben, pour l'instant, elle vaut 0. Mais ensuite, au fur et à mesure que les échanges vont se faire, eh bien, l'énergie par conduction va augmenter et on va épuiser l'énergie qui était stockée initialement dans le matériau. Donc le nombre de Fourier va rendre compte en fait de l'évolution du temps. Pour le nombre de Biot, là on s'intéresse plutôt à la comparaison entre la résistance à la conduction avec la résistance à la convection. Donc en fait, le nombre de Biot, c'est ni plus ni moins que le rapport du coefficient de convection H du fluide qu'on utilise comparé au coefficient de conduction, du matériau. Autrement dit, un matériau qui va être très conducteur aura un K élevé, donc ça va conduire à un nombre de Biot petit, et un coefficient de convection aussi faible donnera un nombre de Biot faible également. Lorsque ce nombre de Biot est petit, justement, eh bien on aura le droit d'utiliser la loi de Newton qu'on a vu précédemment avec les échanges donc, par convection. Et à ce moment-là, donc l'évolution de la température se fera dans tout le matériau de façon uniforme et va ne dépendre que du temps. Maintenant, lorsque le matériau devient grand, eh bien, cette loi de Newton n'est plus applicable. À ce moment-là, on montre que le nombre de Biot est supérieur à 0,1 et on doit donc utiliser une approximation à un terme qui fait apparaître le produit de deux termes. Le premier terme qui est l'évolution avec une exponentielle décroissante qui contient le nombre de Fourier, donc le temps. Donc c'est tout à fait comparable à l'exponentielle moins t sur tau. Multiplié par un deuxième terme qui lui va tenir compte donc de la géométrie, du fait que la pièce a une certaine dimension comparée à une pièce qui serait beaucoup plus petite dans le cas de la loi de Newton. Et du coup, ben, la température ne va pas évoluer à la même vitesse en tout point. C'est-à-dire pour une position X dans le matériau, eh bien, à un instant T, on n'aura pas forcément les mêmes températures de partout, si je compare le cœur par exemple avec la surface. Donc cette température réduite là, donc le rapport des deux températures en comparant avec la température initiale, la température finale et la température de la pièce à un endroit donné, à un instant donné, bien on voit que ça va être le produit de deux termes. Ces paramètres là, A1 et lambda 1, eh bien, ce sont des valeurs qui sont tabulées, qui sont connues pour un nombre de Biot pour les trois géométries classiques que sont la plaque ou le mur, la sphère et le cylindre. Et un cylindre infiniment long. Donc à un moment donné, lorsqu'on aura traité un problème, soit on utilise donc des valeurs qui sont dans un tableau et on fait des calculs manuellement ou avec un tableur, soit on a la possibilité aussi de travailler graphiquement comme on le verra avec les diagrammes d'Hessler. Donc comme je disais, la température réduite, on peut la noter aussi petit état. Et si je compare l'évolution dans le temps et l'évolution en fonction de la position,
eh bien, je peux faire apparaître le produit de deux termes. Je vais comparer la température au centre de la pièce avec la température initiale. Et je vais regarder la température à un autre point et au même instant. Et du coup, ça me fait le produit de deux termes, donc un θ0 qui lui est tabulé sous forme de graphique, et ce rapport θ sur θ0 qui lui aussi est un rapport donc géométrique qui va être tabulé. C'est ce qu'on retrouve ici donc dans le diagramme d'Eisler, dans le cas d'une plaque d'épaisseur 2L. Pour ici sur l'axe des X, on va retrouver le nombre de Fourier, FO, pour différentes valeurs de BI. Attention, ici sur le diagramme d'Eisler, BI est à la puissance moins 1, c'est-à-dire c'est l'inverse de la valeur classiquement connue. Autrement dit, une faible valeur de BI correspond en fait à une grande valeur de l'inverse de BI. Si BI égale 2, par exemple, eh bien on doit aller chercher la courbe qui correspond à 1 sur BI égale 0,5, donc quelque part ici par exemple, ou là. Et là, donc on voit qu'on peut aller chercher donc θ0 pour un instant donné. Ici par exemple, si je me place à F0 égale 50, ici, et bien pour un BI, enfin 1 sur BI égale 20, donc BI égale 0,05, mais je vois ici que je suis à environ 0,15. 0,15, c'est-à-dire que je n'ai eu qu'une variation au centre de 15% de la température initiale. Donc ces transitoires thermiques, on a donc l'expression au centre de la plaque, donc c'est ce terme-là, on vient de le voir. La deuxième partie, ça va être donc la distribution des températures depuis le centre jusqu'à la surface. Donc toujours pareil, pour un matériau qui serait très conducteur ou une pièce petite, on aurait une petite valeur de BI. Donc qui dit petite valeur de BI dit grande valeur pour l'inverse, donc on serait quelque part par là. Autrement dit, si je compare maintenant la température de la pièce en fonction de la température du centre, on voit que toutes les courbes rouges convergent ici et on tend vers 1. Autrement dit, en tout point de la pièce, on sera comme à la température du centre. Donc si la pièce est chaude, ben, en tout point ça sera chaud. Si la pièce est froide, en tout point ce sera froid. Maintenant, pour de faibles valeurs de BI à la puissance moins 1, c'est-à-dire de grandes valeurs de BI, un matériau qui va être peu conducteur, ou une pièce qui sera relativement grosse, ben à ce moment-là, on observera des différences entre le cœur et la surface. Quand x sur L égale à 1, c'est-à-dire que x égale L, on est sur la peau, c'est donc la courbe qui est la plus à droite et en bas sur ce graphe. Donc ça correspond aux conditions de refroidissement de la peau. Et lorsqu'on est proche donc de 0 ou du centre, le centre ce serait à 1 de toute façon. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, à mi-rond, on serait quelque part ici, donc à 0,05. Donc les courbes, on peut prendre à peu près la moyenne ici pour savoir où on se situe à mi-rond, mais ça nous donnerait des indications pour une valeur de BI donnée. Par exemple, si BI égale 20, l'inverse de 20 c'est 0,05, on est quelque part ici. Si je viens chercher 0,5 à mi-rond, ben à ce moment-là je suis proche de 0,75. Autrement dit, j'ai un écart de presque 25% entre la température à cœur et la température à mi-rond d'environ donc 25%. Donc si je raisonne sur les températures exprimées en degrés Kelvin. Donc voilà sur ce que je voulais dire sur les transferts thermiques. Alors ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est l'influence donc des conditions de refroidissement d'une pièce, et c'est justement le rôle de l'essai Jomini.
Dans l'essai Jomini, on a un échantillon, donc typiquement c'est un barreau d'acier qui mesure 100 mm de long, 25 mm de diamètre, et que l'on va refroidir à partir de la base inférieure ici, grâce à un jet d'eau. Donc on a de l'eau qui est à 20 degrés environ, et on va refroidir une pièce qui avait été initialement chauffée entre 850 et 900 degrés. Donc ce qui va se passer, c'est que l'échantillon va refroidir rapidement ici en bas, puis plus lentement au milieu et très lentement à la fin. Donc tout le long du cylindre, on va avoir donc une variation de vitesse de refroidissement. Et cette vitesse de refroidissement, en fait, va conditionner la microstructure qui va se former et donc la dureté de l'acier en fonction des conditions de refroidissement. C'est ce qu'on va retrouver par l'essai de dureté sur une éprouvette dite éprouvette Jomini. Donc l'essai de dureté, vous avez ici par exemple la dureté Rockwell-Kohn sur l'axe des Y à gauche. Sur l'axe des Y à droite est reporté en fait les vitesses de refroidissement. Le pourcentage de martensite, donc le constituant dur, 50-50%, 80-80%, 100-100%. Et sur l'axe vertical en haut, on a les vitesses de refroidissement. Donc on est aux alentours ici à peu près de 170 degrés C par seconde. Ici à 9 degrés C et sur la fin ici relativement lent à 2 degrés C par seconde. Donc il faut plusieurs minutes en fait pour refroidir l'extrémité la plus haute de la pièce cylindrique. Les courbes Jomini qui sont tracées, ce sont celles qui ont été obtenues pour différentes nuances d'acier. Ici c'est un schéma que j'ai récupéré sur un site américain, donc les nuances d'acier ce sont des aciers nuances américaines. Mais la 1040 par exemple c'est un acier au carbone avec 0,40% de carbone, c'est-à-dire comparable à notre 2C38 ou notre 2C42 européen. Donc on voit que là, lorsqu'on va refroidir, on va avoir de fortes variations de dureté sur une distance qui est relativement courte. Ça va induire des contraintes mécaniques énormes qui font que la pièce va en fait fissurer lorsqu'on va la tremper, lorsqu'on va la refroidir. Donc généralement les aciers au carbone ne sont pas des aciers qui sont utilisés pour faire des trempes, même si lorsqu'on va les souder, localement ils subissent une opération comparable à la trempe, puisqu'on va avoir une élévation de température relativement élevée et un refroidissement relativement rapide par la zone de la pièce qui n'a pas suivi d'échauffement. Donc on va avoir localement de la formation de la martensite dans la zone affectée thermiquement, qui va se traduire donc par de la fissuration généralement sous cordon. Et ensuite, on a donc d'autres types d'aciers, donc des aciers alliés, comme le 4340, le 8640. Ces aciers alliés, en fait, vont avoir des évolutions de dureté qui vont être beaucoup plus douces. Tout ça parce que souvent, ils vont être accompagnés par la formation de plusieurs phases au sein d'un même grain qui ont un effet durcissant. Et donc, on va avoir, en fait, quelle que soit la position, des niveaux de dureté élevés, en maintenant donc des propriétés intéressantes à cœur pour encaisser des efforts, par exemple un vérin, avec une surface relativement dure, toujours un vérin qui va être en contact avec la chambre, et donc ces frottements vont limiter l'usure par justement un niveau de dureté élevé. Donc cette usure sera limitée lors de la sortie ou de la rentrée du vérin. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les traitements thermiques. Alors, il y a aussi un autre schéma qui est important, c'est le diagramme TRC. Donc là, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir un petit peu plus. Le diagramme TRC, en fait, c'est un schéma qui va nous permettre justement pour une nuance d'acier donnée, donc il y a autant de schémas que de nuances d'acier, va nous permettre donc d'estimer la dureté et la répartition des constituants d'équilibre qui vont se former, équilibre ou hors équilibre, qui vont se former au cours du refroidissement.
Donc ici, par exemple, vous avez une vitesse de refroidissement, ou en tout cas une loi de refroidissement pour laquelle correspond une vitesse donc, qui est notée généralement avec le delta T 700-300, c'est-à-dire qu'on regarde à quel moment on passe à 700 degrés, on va regarder à quel moment on passe à 300 degrés, on fait la différence des deux durées, ça nous donne un temps en secondes. Ici par exemple, donc celle qui arrive à 54 de dureté, on voit qu'on est à 700 environ au bout de 5 secondes ici, on est à 300 au bout de allez, 40 secondes, donc ça fait 35 secondes, on va arrondir à 40 secondes, donc on a refroidi donc de 400 degrés en 40 secondes, donc on a un refroidissement de 10 degrés C par seconde par exemple. Donc si localement dans cet acier un point est refroidi à une vitesse donc de 10 degrés C par seconde, ben on voit qu'on va atteindre une dureté de 54. Ce même acier maintenant, si je le refroidis par exemple ici de façon à ce qu'on obtienne donc 26 en dureté Rockwell Cone, je vois que je passe à 700 degrés ici à environ 300-400 secondes et que je passe à 300 degrés à pratiquement 2000 secondes, donc 2000 moins 400 ça fait 1800, on va arrondir à 1600 pour simplifier, donc 400 divisé par 1600 ça fait 0,25 degrés par seconde, donc des vitesses relativement faibles. Donc voilà, la vitesse de refroidissement va définir le niveau de dureté et suivant la géométrie de la pièce, suivant sa complexité, et bien ce qu'il faut retenir c'est que tous les points ne vont pas refroidir à la même vitesse et ça peut induire localement à l'apparition de fissures qui vont fragiliser la pièce, et lorsque ensuite elle va être sollicitée mécaniquement, ben, si vous avez des fissures et des contraintes mécaniques, et bien on retombe sur le problème donc de propagation de fissures avec de la fatigue, avec un risque de rupture fragile si on dépasse donc la ténacité du matériau. Donc voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement, mais ce sont les bases du document que je suis en train de préparer. Donc merci, à plus tard.